Diane Cartier avait mis son téléphone sur silencieux à 3 heures du matin, car elle s'apprêtait à vivre la nuit la plus courte précédant le jour le plus important de sa vie, et elle espérait dormir au moins 4 heures, comme un être humain normal. Ce fut une erreur, non pas parce que les sonneries ne l'auraient pas réveillée, mais parce qu'elle se réveilla d'elle-même, à 5h30, poussée par une habitude ancrée depuis 7 ans plus puissante que n'importe quelle. Réveil. Le corps d'un chirurgien vit selon son propre fuseau horaire, et aucun mariage ne peut l'annuler. Elle resta allongée dans l'obscurité, fixant le plafond. Sa robe était suspendue à la porte de l'armoire. Une robe crème, ornée de petits boutons dans le dos, qu'elle avait mis 3 heures à choisir dans 2 boutiques différentes, jusqu'à ce qu'Alice lui dise « C'est celle-là », sans aucun doute. Diane s'était alors regardée dans le miroir et avait décidé qu'Alice avait raison. La robe l'élançait, l'illuminait, la rendait en quelque sorte plus complète. Comme si les 7 années de manque de sommeil et de repas expédiés à la cantine de l'hôpital s'effaçaient devant ce simple morceau de beau tissu. À 6 heures tapante, le téléphone vibra. Elle le prit sur la table de nuit et regarda l'écran. C'était Céline, l'infirmière de bloc. Diane décrocha avant même d'avoir le temps de réfléchir. « Cartier », dit Céline sans préambule. Fillette, 6 ans, traumatisme, contondant de l'abdomen, rupture de la rate, tombée d'une balançoire, dans une aire de jeu. Il y avait une tige en métal qui dépassait. La tension chute. Le docteur Chassagne est dans l'autre pavillon pour une rupture de l'aorte, il ne peut pas bouger. Les autres sont en intervention extérieure. Tu es la seule. Diane était déjà assise sur le lit. Ils arrivent, en route. 20 minutes avant les urgences. Préparez le bloc, je serai là avant. Elle raccrocha, jeta un coup d'œil à la robe, puis se leva et fila dans la salle de bain. Julien dormait dans la chambre d'à côté. Ils vivaient ensemble depuis 1 an et demi, bien que sa mère Béatrice Laurent ait toujours jugé cela inapproprié et ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Diane passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Il était allongé sur le dos, un bras derrière la tête, le visage serein. Beau, il fallait l'admettre. Il avait toujours été beau, grand soigné. Le genre d'homme sur lequel on se retourne dans un restaurant parisien ou lyonnais. Elle le regarda une seconde, pas plus. Elle ne le réveilla pas, se contentant de lui envoyer un SMS « Urgence vitale au bloc. Je serai là pour la cérémonie, promis ». Et elle sortit. C'était une matinée d'avril humide. Elle roulait à vive allure dans les rues désertes de la ville, et dans sa tête, il n'y avait déjà plus de robes, plus de réceptions, plus de discours préparés par les amis de Julien. Il n'y avait qu'une petite fille de 6 ans, avec une rate rompue et une tension qui s'effondrait. Cela occupait tout l'espace de son esprit, ne laissant place à rien d'autre. Elle franchit les portes des urgences 10 à 8 minutes avant l'arrivée du SAMU. Céline l'attendait déjà devant le bloc. L'anesthésiste, le docteur Moreau, est là. Il prépare le sang. On a commandé du groupe B. Bien. Diane se changea dans les vestiaires, ne pensant qu'à une chose, la source de l'hémorragie. Avec une rupture de la rate, chaque minute compte. L'enfant est petite. Le volume sanguin est faible. Il ne faut pas traîner. L'ambulance pénétra dans la cour à 6h47. La petite s'appelait Sophie. Diane la vit sur le brancard minuscule d'une pâleur bleutée, les yeux clos, un masque à oxygène sur le visage. À ses côtés, courait un homme grand portant une veste jetée à la hâte sur une chemise d'intérieur. Il tenait la main de Sophie et ne la lâcha qu'aux portes même du bloc opératoire. Là, l'aide-soignant l'arrêta avec douceur mais fermeté. « Vous ne pouvez pas aller plus loin, monsieur. » L'homme s'arrêta, regarda les portes, se refermer et recula contre le mur. Diane ne vit pas cela. Elle était déjà devant la table enfilant ses gants pendant que le docteur Moreau annonçait les constantes. Tension 8/5 pouls à 110. Abdomen tendu, pas de péristaltisme. « On y va », dit Diane. Première incision. Ce qui se passa dans ce bloc opératoire durant les presque 5 heures qui suivirent serait difficile à décrire pour quiconque n'y a jamais mis les pieds. Pas parce que c'est effrayant bien qu'il y ait de tout, mais parce que c'est un état second où l'on n'est plus que des mains et un cerveau, où le corps cesse de vous appartenir pour devenir un simple instrument. Le temps perd son cours habituel et se transforme en une succession de décisions. Ce vaisseau, ce point de suture, cette pression, cette dose. Diane travaillait en silence
jetant de temps à autre de brèves phrases à Moreau, et lui répondait tout aussi brièvement, car dans un bon bloc, on ne parle pas, on agit. La rate était plus gravement endommagée que ne l'avait montré l'échographie initiale. Organe irrécupérable, annonça Diane d'une voix neutre. Splénectomie, préparée. Céline hocha la tête. Moreau ajusta ses réglages. L'enfant vivait pour l'instant. Diane ne pensait pas à l'heure. Elle savait que quelque part, au-delà des murs de l'hôpital CHU, les aiguilles tournaient. Qu'à midi à la mairie, il y aurait les invités Julien dans son costume neuf Béatrice, avec son inévitable chapeau à broche, et le traiteur qui préparait la salle de réception. Elle le savait, mais elle avait relégué cette information dans une partie de sa conscience où l'on range les choses inaccessibles pour le moment. C'était son père qui lui avait inculqué cette éthique. Non pas avec des mots il était peu loquace, mais par l'exemple. Olivier Cartier, chef d'équipe dans une usine métallurgique, se levait à 5 heures du matin pour prendre son poste, même quand il avait mal au dos, même le jour de l'enterrement du voisin, même quand la mère de Diane était à l'hôpital, non par insensibilité, mais parce qu'il comprenait que son travail ne le concernait pas seulement lui, mais tous ceux qui comptaient sur lui. Sur la table d'opération, il y avait Sophie, 6 ans. Elle comptait sur Diane sans même le savoir. À 10h23, Moreau déclara « La tension se stabilise. 9/6. » Diane expira doucement et continua son travail. À 11h45, elles refermèrent Sophie. Céline se redressa au-dessus de la table à instruments. Moreau retira son masque et se frotta le front. « Beau travail, dit-il. »« C'est elle qui a fait du beau travail, » répondit Diane. « C'est une fille solide. » Elle retira ses gants et, à cet instant seulement, regarda l'horloge, 11h48. La mairie était prévue à midi pile. Elle sortit dans le couloir, marchant d'un pas rapide, tout en sortant son téléphone. L'écran s'illumina, saturé d'appels en absence. 20 et un appel. Julien Alice. Un numéro inconnu. Julien encore. Alice. Béatrice. Le dernier appel de Julien datait de 11h32. Elle appela, longue sonnerie, puis répondeur. Elle envoya un message. « Opération terminée, je pars. Attendez-moi une demi-heure, je vous en supplie. » Pas de réponse. Elle se changea en hâte dans les vestiaires. Sa robe était dans la voiture. Elle l'avait prise avec elle, sachant qu'après une garde de nuit, elle n'aurait pas le temps de repasser par l'appartement. Elle enfila sa robe de mariée directement sur le parking de l'hôpital, à l'arrière de sa petite citadine. C'était un peu ridicule, mais Diane avait cessé de s'en soucier depuis longtemps. Quand on vit depuis 7 ans dans l'urgence permanente, le ridicule devient la norme. Elle attacha ses cheveux du mieux qu'elle put, mettant du rouge à lèvres en regardant dans le rétroviseur. Le résultat n'était pas celui escompté. Sans coiffeur, sans demoiselle d'honneur, sans matinée paisible, autour d'un café, croissant, mais cela ferait l'affaire. Elle traversa la ville, son téléphone, désespérément muet. L'hôtel de ville se trouvait dans le centre historique, un vieux bâtiment aux grandes colonnes de pierre. Diane trouva une place, sortit, lissa sa robe et se dirigea vers l'entrée. Sur les marches, il y avait des gens. Des invités sur leur 31, tenant des flûtes de champagne, animés de cette joie légèrement creuse qui survient lorsque la célébration est déjà passée. Diane ralentit le pas. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans la façon dont il la regardait. Non pas avec soulagement, enfin la voilà, mais avec cette expression typique des gens qui savent quelque chose de fâcheux et hésitent à le dire. Béatrice sortit des portes la première. Elle portait son tailleur gris et son petit chapeau, comme d'habitude. Mais son visage était triomphant, précisément triomphant, ni en colère, ni confuse, mais empreinte de cette joie particulière de quelqu'un qui a longtemps attendu ce moment et qui l'a enfin obtenu. « Te voilà, » dit-elle. Ce n'était pas une question, juste un constat. « Béatrice, laissez-moi vous expliquer. C'était une urgence vitale. Une enfant de 6 ans. Tu es en retard, Diane. » Elle prononça ces mots lentement, savourant chaque syllabe. Julien a attendu jusqu'à 12h30, puis il a pris une décision. La bonne décision d'ailleurs. Diane la regarda sans comprendre. « Quelle décision ? » « Rentre et regarde par toi-même. » Béatrice sourit. « Mais pas pour longtemps. Ne gâche pas la fête des autres. » Diane gravit les marches. Le vestibule de la mairie sentait les fleurs et le parfum de luxe. De la salle des mariages s'échappait une musique douce, une valse discrète.
On entendait des rires, le tintement des coupes. Diane poussa la porte. Julien se tenait près de la fenêtre dans son costume gris, anthracite, flambant neuf, celui qu'ils avaient choisi ensemble en février. À côté de lui se trouvait Alice. Alice portait une robe blanche. Diane s'arrêta sur le seuil. Alice Dubois. Son amie, ou du moins ce que Diane considérait comme son amie depuis 7 ans, depuis leur première année de médecine. Alice avec la voiture payée par son père Alice, qui prenait ses fiches de révision et lui demandait de lui expliquer l'anatomie. Alice qui l'avait aidé à choisir cette fameuse robe crème et avait dit « C'est celle-là sans doute ». Alice, qui 3 semaines plus tôt, avait essayé une robe similaire dans la même boutique et avait dit que ce n'était pas son style, pas sa coupe. Diane avait hoché la tête et n'y avait plus pensé. La robe blanche d'Alice était exactement de cette coupe, précisément celle-là. Le maire n'était pas là. Julien tenait la main d'Alice devant les invités stupéfaits. Il venait d'annoncer que le mariage était annulé. Les invités avec leur coupe regardaient la nouvelle venue avec divers degrés d'embarras. Julien la vit. Sur son visage passa une lueur, non pas du regret, plutôt le soulagement de l'homme qui n'aura pas à s'expliquer lui-même. « Diane, dit-il, j'ai attendu. »« Jusqu'à 12h30, répondit-elle. Sa voix était calme. Elle s'étonna elle-même de ce calme absolu. « Diane, comprends-moi, il y avait 120 invités. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas attendre une demi-heure de plus. Ce n'était pas une demi-heure, Julien. J'étais coincée pendant près de 5 heures. J'opérais une enfant. Tu opères toujours quelqu'un. » Il dit cela sans méchanceté, presque avec lassitude. « Tu opères toujours ou tu es de garde, ou tu ne réponds pas, ou tu rentres au milieu de la nuit. Diane, ça fait 3 ans que je vis avec cet emploi du temps. Je suis épuisée. » Alice se tenait à côté, le regard fuyant. En la regardant, Diane se souvint soudain qu'il y a 3 mois, Alice lui avait dit avec compassion cette fausse bienveillance que Diane avait prise pour de l'amitié. « Ce doit être difficile pour Julien, avec tes horaires. Non, il a besoin de quelqu'un à ses côtés quand tu n'es pas. Et là ?» Diane avait alors posé la question à Julien, qui avait répondu « Tout va bien. » Tout allait bien, en effet. « Depuis quand ?» demanda Diane. Alice la regarda enfin. Dans ses yeux, il n'y avait pas de honte. Il y avait autre chose, une sorte de défi. Diane s'est compliquée à expliquer. « N'explique rien. » Béatrice apparut derrière son épaule. Elle était entrée en silence, comme si elle savait que c'était le moment idéal. « Ma petite Diane, que fais-tu encore plantée là? Tu vois bien ce qu'il en est. Va, t'en ne gâche pas la fête. » Elle eut un petit rire, pas très fort, mais suffisant pour que plusieurs invités se retournent. Diane la regarda, puis Julien, puis Alice dans sa robe blanche. 7 ans sans dormir normalement. 7 ans à manger à la va-vite à l'hôpital, à enchaîner les nuits comme aide-soignante pour payer sa petite chambre du Crous. 7 ans à se lever à 5 heures et à se coucher après minuit, à n'appeler sa mère qu'une fois par semaine brièvement par manque de temps. Elle avait repoussé ses vacances annulées, ses week-ends, et une fois elle avait passé 28 heures d'affilée debout avant de s'endormir dans le métro, s'agrippant à la barre pour ne pas s'effondrer de fatigue. Ce matin, elle avait sauvé la vie d'une fillette de 6 ans, et maintenant, elle se tenait à l'entrée de la mairie dans sa robe crème boutonnée seule, face à des gens qui la regardaient avec pitié ou jubilation selon leur camp. Elle fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. Dans l'encadrement des grandes portes vitrées donnant sur les marches et les colonnes, se tenait un homme, grand, portant une veste jetée sur une chemise d'intérieur. Il l'observait et elle le reconnut immédiatement. Le couloir de la réanimation, le mur, les mains crispées. Le père de Sophie. Il l'a reconnu lui aussi. « Vous êtes ici », dit-il. Ce n'était pas une question, juste l'expression de sa surprise. « Je suis ici ». Elle-même ne comprenait pas très bien ce qui se passait. 1 minute plus tôt, sa belle-mère riait dans son dos. Alice paradait en robe blanche et Julien parlait de ses 3 heures d'attente. Tout cela semblait réel et irréel à la fois, comme dans un film dont elle ne serait pas l'héroïne. L'homme la fixa quelques secondes, puis jeta un coup d'œil à travers la vitre. Il vit les coupes de champagne, les gens bien habillés et la tache blanche de la robe d'Alice. Il comprit. « Pas tout, mais suffisamment. »« Venez, on part d'ici, dit-il. » Diane le regarda. « Pour aller où ?»« N'importe où, fit-il après une pause. « Sauf ici. » Elle réfléchit une seconde, puis hocha la tête. Ils descendirent les marches.
L'air d'avril était frais et sentait la pluie imminente. Sur le bord du trottoir était garé un grand SUV noir, couvert de poussière, comme s'il venait de faire un long trajet. L'homme lui ouvrit la portière passager. « Maxime, dit-il. »« Maxime Bernard. »« Diane, » répondit-elle. « Cartier. »« Je sais, dit-il. »« Sophie me fera un drame si j'oublie le nom de son docteur. » Diane esquissa un demi-sourire et monta dans la voiture. Mais avant de raconter ce qui s'est passé ensuite, il faut raconter ce qui s'est passé avant. Car aucune histoire ne commence vraiment au moment où l'on croit qu'elle commence. Elle commence plus tôt, parfois beaucoup plus tôt. Diane Cartier était née dans une petite ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son père, Olivier, était chef d'équipe dans une usine. Sa mère, Nadine, était professeure de lettres au collège du quartier, celle que tous les élèves redoutaient au début de l'année pour finalement l'adorer. Une famille ordinaire, ni riche ni pauvre. Le genre de famille où l'on respecte l'argent parce qu'il s'obtient par le travail où l'on ne gaspille pas et où l'on ne se plaint pas. Dès l'enfance, Diane était différente de ses camarades. Pas forcément plus intelligente, même si elle l'était, mais différente dans son obstination. Elle ne laissait jamais rien inachevé. Si elle commençait un livre, elle le terminait. Si elle faisait un puzzle, elle le finissait, même si les 20 dernières pièces étaient toutes du même bleu de ciel, ce qui prenait une éternité. Son père la regardait parfois avec une expression où se mêlait la reconnaissance de ses propres traits de caractère. Elle choisit la médecine après la classe de 3e lorsque le chien des voisins mourut dans ses bras. Un corneau nommé Caramel qu'elle avait tenté de soigner avec des remèdes de grand-mère et un vieux guide vétérinaire trouvé dans le garage. Le chien n'était pas mort de maladie, mais parce que Diane ne savait pas quoi faire. Ce fut une sensation cruelle et précise « je ne savais pas, je ne veux plus jamais ne pas savoir ». Elle ne choisit pas la médecine par romantisme. Elle savait que ce serait long et ardu. Mais pour devenir celle qui sait et agit, c'était la seule voie. Elle entra en première année à la faculté de médecine. Le fameux concours était impitoyable, près de 20 candidats pour une place. Elle le réussit haut la main. Sa mère pleura de joie. Son père lui serra la main fermement à la manière d'un ouvrier. La vie à la résidence universitaire du Crous fut à la hauteur des clichés chambres exiguës douches communes sur le palier cuisine où quelqu'un faisait toujours frire quelque chose à minuit. Diane apprit rapidement à dormir dans n'importe quelles conditions et à manger n'importe quand. En 2e année, elle travailla comme aide-soignante 3 nuits par semaine. Ce n'était pas facile de concilier cela avec les cours et les partiels, mais cela lui permettait de se payer de la vraie nourriture et d'acheter ses propres manuels d'anatomie au lieu d'emprunter ceux de la BU. C'est en première année qu'elle rencontra Alice Dubois. Alice, dont les parents finançaient confortablement les études, rentrait chez elle le week-end roulée dans la voiture de son père, toujours souriante légère. Le genre de fille autour de qui l'atmosphère semblait toujours plus douce. Diane instinctivement garda ses distances, au début consciente de l'écart social. Mais Alice s'approcha d'elle dès la 3e semaine pour lui emprunter ses notes de biochimie. Puis l'invita à prendre un café à la cafétéria de la fac. Et tout naturellement, elles devinrent inséparables. Alice fut une bonne amie, du moins Diane y crut longtemps. Elle était généreuse, payait souvent les cafés, savait faire rire dans les pires moments de stress et savait écouter ou faisait semblant. Elle disait les mots qu'il fallait « Tu vas y arriver. Tu es la meilleure, bien plus brillante qu'eux tous. » Diane prenait cela pour de l'affection sans remarquer la légère ombre dans les paroles d'Alice. Pas tout à fait de la jalousie, mais quelque chose qui s'en approchait. Une envie d'être à sa place. Diane n'avait pas le temps de s'en rendre compte. Elle avançait année après année. Anatomie, physiologie, pathologie, chirurgie. Les stages, les gardes les nuits sur les livres. Après la 6e année, l'internat de chirurgie. Un nouveau concours qu'elle réussit brillamment. À cette époque, Alice travaillait déjà à l'accueil de la clinique privée où Diane venait de décrocher un poste de chef de clinique. C'était pratique, elle restait proche. Julien, elle l'avait rencontré par l'intermédiaire d'Alice, lors d'un pot de départ à la clinique. Alice l'avait amené et présenté comme un ami, fait connaissance Diane. Julien était grand en costume cintré et disait les choses avec élégance. Chirurgien, c'est une responsabilité incroyable. J'ai toujours admiré ceux qui savent faire des miracles de leurs mains. Diane l'avait regardé en pensant
Il est beau. Peut-être était-elle épuisée de la solitude, de l'urgence permanente, du fait qu'il n'y avait eu personne de sérieux dans sa vie depuis des années. Elle l'avait appelé en premier. Puis, ils s'étaient revus. Julien ne posait pas de questions sur les opérations ou sur la clinique, mais il savait choisir de bons restaurants et d'excellents vins. Il la présentait à ses amis avec une certaine fierté. « Voici Diane, elle est chirurgienne. » Comme un trophée, une case cochée sur sa liste de réussite. Diane l'avait remarqué, mais s'était convaincue qu'elle s'imaginait des choses qu'il était simplement pudique avec ses sentiments. La mère de Julien, Béatrice Laurent, lui fit comprendre dès la première rencontre ce qu'elle pensait d'elle, rien de bon. Médecin, avait-elle prononcé en la jaugeant avec cette froideur bourgeoise et polie pire que la grossièreté. C'est noble, bien sûr, mais les salaires de l'hôpital public. « Je travaille dans une clinique privée », avait répondu Diane impassible. Tout de même, Béatrice avait pincé les lèvres. Julien est habitué à un certain niveau de vie. Le niveau de vie de Julien, c'était lui-même qui l'assurait, et plutôt bien en tant que directeur commercial. Mais sa mère parlait de lui comme s'il était un bibelot fragile, nécessitant un soin constant. Diane s'était tue. Julien aussi. C'était devenu leur mode de fonctionnement, se taire et attendre que Béatrice ait fini son laïus. 3 ans. Pendant 3 ans, Diane enchaînait les gardes. Opérait, manquait de sommeil, rentrait chez elle après minuit. Pendant 3 ans, Julien disait « tout va bien » et allait à ses dîners d'entreprise. Pendant 3 ans, Alice demandait avec compassion « comment tu tiens le coup, il ne te voit pas pendant des semaines ?» Et Diane répondait quelque chose sur sa vocation. Julien la demanda en mariage en novembre. Il apporta la bague, s'assit en face d'elle et dit simplement « épouse-moi, sans effusion ». Diane avait dit « oui, sans effusion non plus ». Cela leur semblait à tous les deux la suite logique. Le mariage fut fixé en avril. Béatrice s'empara de l'organisation avec un enthousiasme que Diane prit d'abord pour une bonne intention, le choix de la salle du menu des fleurs. Diane ne s'y opposa pas faute de temps. Alice l'aida pour la robe. Maintenant, assise dans le SUV de Maxime Bernard, regardant la ville pluvieuse à travers la vitre, Diane se disait qu'elle aurait dû voir les signes depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas eu. C'est juste qu'elle regardait toujours droit, devant, vers le bloc, vers les examens, vers la prochaine garde. Elle n'avait jamais voulu utiliser sa vision périphérique. La voiture s'arrêta devant une brasserie discrète, avec des banquettes en moleskine rouge et de petites tasses à expresso sur les tables en zinc. « Un café », proposa Maxime. Volontiers. Ils s'installèrent près de la fenêtre. Maxime passa commande et garda le silence un long moment. Pas un silence gêné, mais celui d'un homme qui sait se taire sans que cela paraisse anormal. Puis il dit « J'étais venu à la mairie pour vous dire merci. Je ne savais pas que vous y étiez pour. »« J'y étais pour me marier, » répondit Diane. « Je ne savais pas que ce serait annulé. » Il la regarda. « Sophie est en réa, » dit-il. « Son état est stable. J'ai appelé en venant. Ils m'ont dit que c'était du bon travail. C'est une fille très forte. » « Oui. » Il marqua une pause. « Elle tient de sa mère. » Diane ne demanda pas d'explication. Certaines choses n'en nécessitent pas. Le ton de la voix suffit. Le serveur apporta les cafés et des verres d'eau. Diane entoura la petite tasse en porcelaine de ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle ne le remarqua que maintenant. Ce n'était pas le froid. C'était la décompression après l'opération. L'adrénaline qui redescend. Maxime regarda ses mains, mais ne dit rien. « Vous avez votre robe ?» demanda-t-il soudain très sérieusement, sans l'ombre d'un sourire. « Parce que si jamais je suis célibataire. » Diane leva les yeux vers lui. Il soutint son regard et au coin de ses yeux quelque chose frémit. Pas tout à fait un sourire. « C'est noté, » dit Diane. Dehors, la pluie s'intensifiait, une de ces petites pluies de printemps, qui ne durent pas juste pour rappeler que le temps est changeant. Diane buvait son café en pensant qu'il lui fallait appeler sa mère. Nadine devait l'attendre devant son téléphone. Il fallait lui dire « Maman, tout va bien, la petite fille est en vie, et je vais bien aussi. » C'était la vérité. Une vérité étrange, étourdissante, mais la vérité. Maxime la ramena chez elle vers 14h30. Sur le trajet, ils ne parlèrent pas. Non par manque de sujet, mais par épuisement. Maxime était épuisé de cette fatigue qui ronge ceux qui ont eu atrocement peur
et ont dû le cacher pendant des heures. Diane, elle avait opéré dès l'aube, puis survécu à l'humiliation publique à la mairie. 2 fatigues différentes, mais qui volent les mots avec la même efficacité. Il connaissait son adresse, elle la lui avait donnée en sortant du café. Il se gara devant l'immeuble et laissa le moteur tourner. Il avait compris qu'elle voulait monter seule. « Merci, dit Diane. Pourquoi de vous avoir enlevé ?» Il hocha la tête. « J'irai voir Sophie demain, » ajouta-t-elle. « Je dois vérifier les suites opératoires. Ce n'est pas une obligation. Juste, passez la voir, dit-il. Elle sera contente. » Diane sortit de la voiture, monta au 3e étage, ouvrit la porte et entra dans l'entrée silencieuse où traînaient encore les chaussures de Julien. Elle réalisa que Julien ne vivait plus ici, ou plutôt que cet appartement dont le bail était au nom de Julien ne serait plus le sien. Il fallait penser à tout cela, mais pas aujourd'hui. Elle enleva sa robe crème, la suspendit soigneusement sur un cintre habitude d'étudiante fauchée. On prend soin de ses affaires et s'allongea sur le couvre-lit. Elle s'endormit dans la minute. Elle fut réveillée à 18 par la sonnerie de son téléphone. Sa mère, Diane. La voix de Nadine était neutre, mais on y décelait un effort de retenue. « Raconte-moi. Comment tu sais ?» Tante Sylvie a appelé. Sa nièce était parmi les invités. Diane resta silencieuse un instant, puis raconta. Bref, sans fioriture, juste l'essentiel. L'opération le retard Julien et Alice son départ. Nadine écouta en silence. Quand Diane eut terminé, il y eut un long blanc. « La petite fille a survécu », demanda sa mère. « Oui, elle est stable. C'est bien. » Nouveau silence. « Maman, tu ne vas rien dire d'autre. »« Et que veux-tu que je dise ?» Nadine le formula sans intonation interrogative comme un simple fait. « Tu as bien fait les 2 choses, l'opération et le fait de partir. » Ce n'était pas la même chose. C'était exactement la même chose. Sa mère marqua une pause. « Tu viens nous voir. Pas maintenant, plus tard. Je dois régler des détails logistiques ici. » « Règle ça, je ne suis pas pressée. » Ce fut la plus longue conversation que Nadine eut jamais avec sa fille concernant ses affaires de cœur. Elle était prof de lettres, savait parler avec éloquence, mais uniquement de ce qui méritait de l'éloquence. Pour le reste, elle se taisait ou allait à l'essentiel. Diane le savait et l'appréciait. Le lendemain, avec le bail au nom de Julien, la situation était claire. Elle devait déménager vite. Elle appela Julien. « Diane, je veux t'expliquer. Ce n'est pas la peine. J'ai besoin de récupérer mes affaires quand tu ne seras pas là. » Pause. « Demain de 10 à 14h, je suis au bureau. » Parfait. Elle avait peu d'affaires. 2 valises, un carton de livres, un sac de travail. Elle apporta le tout chez sa collègue Nathalie, l'infirmière en chef, qui vivait seule dans un 2 pièces et qui lui avait souvent dit « Si jamais la chambre d'amis est libre ». Nathalie ouvrit la porte, vit les valises et demanda simplement « Un thé ou un café ?»« Thé », répondit Diane. Nathalie ne posa aucune question et ce fut le meilleur réconfort possible. La clinique l'accueillit le lendemain matin avec son habituelle odeur d'antiseptique et le bourdonnement des ascenseurs. Céline passa en coup de vent avec un dossier « Quartier, on t'attend chambre 3 ». Pas de messe basse, juste le ton professionnel. Diane apprécia. Dans la chambre 3, Sophie était là. Elle semblait minuscule dans ce lit médicalisé de grosses cernes sous les yeux, une perfusion au bras. Mais ses yeux étaient grands ouverts, et quand Diane entra, elle releva la tête. « C'est vous » demanda Sophie. « C'est moi. Vous êtes la dame qui a réparé mon ventre. On peut dire ça. » Sophie réfléchit, l'observant avec ce sérieux propre aux enfants et aux vieillards. « Vous n'avez pas eu peur ?»« Non » répondit franchement Diane. « Moi non plus. Enfin au début, mais après je me suis endormie et j'ai arrêté. » Maxime était assis dans un coin de la chambre sur une chaise, son téléphone en main. Il se leva à l'entrée de Diane. « Bonjour. »« Bonjour. » Diane s'approcha de Sophie, vérifia ce qu'il fallait vérifier, la cicatrice, la température, la couleur de la peau. Tout allait bien. Aussi bien que possible, 3 jours après une telle intervention. « C'est une dure à cuire, » dit-elle à Maxime. « Elle tient de sa mère, » répéta-t-il. Cette fois, Diane demanda « Depuis longtemps, 3 ans. » Il dit cela simplement sans pathos, comme un fait devenu un élément de son paysage intérieur. Diane hocha la tête et n'insista pas. « Sophie, tu as mangé ta compote ce matin. »
La petite fit la grimace. Ce n'est pas bon. La nourriture de l'hôpital est toujours mauvaise. C'est une loi de la nature. À la maison, c'est bien meilleur. Mon papa fait des tartines avec de la confiture. C'est parce qu'à la maison, on n'est pas malade. Sophie réfléchit. Quand est-ce que je rentre? Si tu es sage dans quelques jours. Je suis toujours sage. Maxime toussota. Sophie lui lança un regard réprobateur. Presque toujours, corrigea-t-elle. Diane fit ses annotations sur le dossier et sortit dans le couloir. Maxime la suivit. Attendez une seconde, dit-il. Elle s'arrêta. Il se tenait contre le mur comme ce premier matin. Je veux vous remercier. De manière concrète, pas avec de l'argent, je sais que ce serait déplacé. Mais je veux marquer le coup. Diane le regarda. Et avec quoi alors? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Elle esquissa un sourire. D'accord. Et elle s'éloigna. Il la regarda partir. Elle ne se retourna pas, mais elle le savait. Les jours suivants reprirent leur rythme. Diane travaillait. Il fallait chercher un appartement. Le docteur Chassagne, son chef de service, la fit venir dans son bureau le 4e jour. Il avait manifestement entendu parler de l'incident par Céline, source d'informations intarissables de la clinique. Il n'aborda pas le sujet, se contentant de dire « Cartier, la concierge de l'immeuble d'à côté, loue un T2 qui se libère dans 15 jours. Si tu as besoin, dis-le-moi. J'en ai besoin. » Tout se fit sans bruit, sans question. Diane savait remarquer ce genre de délicatesse. Sophie se remettait vite. Le 4e jour, elle exigeait des feutres. Le 5e, elle marchait en se tenant au mur. Le 6e, Maxime lui apporta un grand cahier et elle se mit à dessiner en tirant la langue d'application. Diane passait la voir tous les jours. Maxime était toujours là. Il travaillait depuis la chambre ordinateur sur les genoux, signant des plans imprimés. Diane comprit qu'il gérait sa fille seule, sans nounou ni famille. Le 5e jour, Maxime la suivit dans le couloir. « J'ai appris que vous cherchez un appartement. » Par Céline. « Oui, elle parle beaucoup. » Il eut ce frémissement au coin des yeux. « J'ai un appartement vide à quelques rues d'ici. Je n'y vis plus. Avec Sophie, nous habitons une maison en périphérie. Je peux vous le louer à un prix raisonnable. » Ce serait bizarre, non? Vous êtes le père de ma patiente. Ancienne patiente. Elle sort bientôt. Et Diane, il utilisa son prénom avec naturel. Je vous propose juste un appartement. Si vous êtes mal à l'aise, dites-le et je n'en parle plus. Je peux le visiter. Demain quand vous voulez. Le T2 était parfait. Au premier étage lumineux, refait à neuf. Dans le salon trônait une bibliothèque vide, à l'exception de quelques ouvrages sur la dernière étagère des traités d'ingénierie civile et de calcul de structure. « Vous êtes ingénieur en bâtiment ?» demanda Diane. « Oui, j'ai mon propre bureau d'études. Pourquoi ces livres, oubliés là au déménagement ?»« Je prends l'appartement, » dit Diane. Elle emménagea 10 jours plus tard. Toujours 2 valises et un carton, mais désormais, c'était chez elle. Elle nota pas les livres d'ingénierie de la bibliothèque. Sophie sortit de l'hôpital le 12e jour. Diane était de garde, elle l'apprit par Céline. Les Bernard sont partis. La petite a dit de te remercier et qu'elle te dessinerait un portrait. Elle a même demandé à Maxime comment s'écrivait ton prénom. Le soir même, Maxime envoya un SMS. Sophie est rentrée. Elle a exigé ses feutres, c'est bon signe. Elle a un cadeau pour vous. On peut passer. C'est moi qui passerai demain, pour vérifier les suites à domicile. Le lendemain, elle conduisit jusqu'à leur maison une belle bâtisse en périphérie de la ville, avec un jardin et un vieux pommier près du perron. Sophie sortit en courant, avant même que Diane ne coupe le moteur. Elle portait un pyjama rose avec des oursons et agitait une feuille de papier. « Je l'ai dessinée, papa ne la laisse pas partir avant qu'elle ait regardé. »« Sophie, tu es en pyjama dehors, » dit Maxime depuis le perron. « Et alors, il fait bon. » On était début mai, il ne faisait pas si chaud, mais Maxime ne contredit pas. Il regardait sa fille avec cette lueur qui trahit le bonheur silencieux d'un parent. Diane prit le dessin. 2 personnages, l'un grand, l'autre petit, avec une sorte de soleil en forme de cœur entre les deux. En bas, en lettres majuscules, « Docteur Diane et moi ». « C'est magnifique, » dit Diane. « C'est vous, » expliqua Sophie. « Mais je ne sais pas bien dessiner les gens, alors vous avez 4 doigts et les cheveux en bataille. »
Mais c'est vous. Et là, c'est moi. C'est parfait. Entrez, le café est prêt, dit Maxime. L'intérieur était à l'image de ce qu'elle imaginait fonctionnel, sans objet inutile, mais chaleureux. Des livres, des dessins sur le frigo, une grande table près de la fenêtre, recouverte de plans architecturaux. Maxime écarta les plans et posa des grandes tasses de café. Sophie grimpa sur le canapé, s'enroula dans un plaid et alluma un dessin animé avec l'air affairé de quelqu'un qui a rempli son devoir et mérite du repos. « Comment va-t-elle vraiment » demanda doucement Maxime. « Bien. L'absence de rate, c'est sérieux chez l'enfant. Il faudra surveiller l'immunité, faire des vaccins précis. Mais le corps est jeune, il compense vite. » Il écoutait, mémorisant chaque mot. « J'ai une question non médicale, dit-il. Comment allez-vous, vous, normalement ? Ce n'est pas une vraie réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. » Il n'insista pas. « L'appartement vous plaît ? » Oui, j'ai dû rajouter une étagère pour mes livres. Logique, il manquait d'espace. La nuit tombait lentement. Sur le canapé, Sophie s'était endormie roulée en boule. Maxime se leva pour éteindre la télévision et border le plaid. « Elle s'endort partout, dit-il. Comme un chat. » Diane finit son café et se leva. « Je dois y aller. » Il l'accompagna jusqu'à la porte. Alors qu'elle enfilait sa veste, elle se retourna. « Maxime, merci pour le café. » Il la regarda. « Revenez. Sophie sera ravie. Je reviendrai. » Tandis que Diane s'habituait à son nouveau rythme, d'autres événements suivaient leur cours qu'elle apprit plus tard par bribes. Julien et Alice avaient organisé une grande cérémonie laïque, 3 semaines après la mairie, avec une grande réception dans un château du Beaujolais loué pour l'occasion. Béatrice Laurent devait exulter. Diane l'apprit par Nathalie, qui l'avait appris de Céline. Diane écouta, hocha la tête et demanda si la machine à café du service fonctionnait enfin. Alice l'appela 1 mois plus tard. Diane décrocha non par envie, mais pour clore le chapitre une bonne fois pour toutes. « Diane, je veux t'expliquer. Ce n'était pas contre toi. Julien et moi, on. » « Inutile, » coupa Diane. « Alice, je ne suis pas en colère. Je regrette juste une chose, ne pas avoir vu ce que tout le monde sauf moi avait dû remarquer. C'était stupide de ma part. Tu n'y es pour rien. Je n'ai pas dit que j'étais coupable. J'ai dit que j'avais été aveugle. C'est différent. Nous n'avons plus rien à nous dire, Alice. Bonne continuation. » Et elle raccrocha. Dans la minute, un message de Maxime arriva. « Sophie veut savoir pour la science si vous aimez les cerises. » Diane répondit. « J'aime les cerises. Pour la science. » Parfait, question scientifique résolue. May laissa place à Juin. Diane travaillait, lisait et parfois appelait sa mère. Nadine ne posait jamais de questions sur Julien. Elle demandait si Diane n'avait pas froid, si les fenêtres fermaient bien. C'était sa façon de s'inquiéter. Presque tous les jours, Maxime envoyait un message. Toujours au sujet de Sophie. « Sophie a décidé de devenir chirurgienne. Dois-je commencer à avoir peur ? Ou « Sophie estime que vous travaillez trop. Je lui ai dit que les médecins sauvent des vies. » Elle a répondu que c'était une excuse. Un dimanche matin de juin, c'est Sophie elle-même qui appela depuis le téléphone de son père. « Allô, c'est Sophie. On va au marché fermier acheter des cerises. Vous venez. » Diane regarda sa montre. 11 heures, elle n'était pas de garde. « J'arrive. »« Papa, elle vient. » cria Sophie, sans éloigner le téléphone, puis reprit. « On passe vous prendre à midi. Papa dit que vous pouvez refuser, mais moi je dis qu'il ne faut pas. » Le petit marché de producteurs locaux était installé au bord d'une route de campagne. Des étals en bois, des parasols, des cajots de fruits de saison. Sophie marchait d'un air expert, tâtant les barquettes de fraises de Carpentras et les cerises Burla. « Celles-ci sont plus sucrées, » déclara-t-elle au 3e vendeur. « On prend ici, papa. C'est testé scientifiquement. » Ils achetèrent 2 kilos de cerises et des fraises. Sur le chemin du retour, Sophie s'endormit à l'arrière, la bouche entr'ouverte, serrant son sac de cerises. Maxime baissa la radio. « À quand remonte la dernière fois où vous avez flâné sans but précis ?» demanda-t-il. « Je ne m'en souviens pas, » dit Diane. Le paysage défilait. « Parlez-moi d'Isabelle. » Elle l'avait demandé presque sans y penser. Maxime garda le silence, non pas blessé, mais cherchant ses mots. « Elle était architecte, » finit-il par dire. « On s'est rencontrés sur un chantier. On a débattu pendant 3 heures pour savoir si la dalle supporterait sa baie vitrée panoramique. Et elle avait raison. Elle avait presque toujours raison.
C'était à la fois merveilleux et parfois insupportable. Diane sourit à demi. Sophie lui ressemble. Oui, dit-il doucement. De retour à la maison, Maxime porta Sophie jusqu'au canapé. Sans y penser, Diane alluma la machine à café dans la cuisine. C'était devenu naturel. Maxime entra, vit la machine couler et ne dit rien. Il s'assit. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit au café en avril ?» demanda Diane. « À propos de la robe de mariée. C'était sérieux ou juste pour me faire un choc psychologique ?» Il prit son temps avant de répondre. « Les deux. » Diane hocha la tête et versa l'eau frémissante sur le thé. « C'est noté. Je voulais juste être sûre. » Tout l'été, ils se virent régulièrement. Des cueillettes de champignons dans les bois, Sophie inspectant chaque cep comme un biologiste des promenades au parc de la Tête d'Or, une foire aux livres. Diane sentait l'espace entre elle et Maxime changer doucement, comme la lumière d'une pièce quand un nuage s'écarte du soleil. Il ne la brusquait pas. Le soir, il l'appelait au téléphone quand Sophie dormait. Des conversations de 20 minutes, une demi-heure. Sur son travail au bureau d'études, sur le bloc opératoire, sur les frasques de Sophie qui réclamait un chien avec du caractère. Sa voix était grave rassurante. Et un jour, Diane se rendit compte qu'elle attendait ses appels. Fin août, sa mère débarqua de sa petite ville de province avec un seul sac et son air d'inspectrice académique. Elle scruta l'appartement, déplaça le géranium de Diane vers la fenêtre la plus ensoleillée. Elle avisa les livres sur l'étagère du bas. « C'est du génie civil. »« C'est à toi. »« Non à mon propriétaire, » répondit Diane. Nadine la regarda d'un air entendu, signifiant qu'elle avait tout compris et n'en demanderait pas plus. Le deuxième soir, autour d'une tarte salée, elle dit « Tu as changé. Tu as l'air plus légère. Comme si tu avais porté un sac de pierre pendant des années et que tu l'avais enfin posé. » Le jour de son départ, Nadine posa la seule question directe du séjour. « Il y a quelqu'un ?» « Oui, » répondit Diane. « Je crois. » Nadine hocha la tête avec satisfaction. En septembre, ce fut la rentrée des classes. Sophie entrait en CP. C'était une affaire d'État. Elle arborait un cartable rouge orné d'un chat. « Le chat est crucial », avait-elle expliqué. « Sans le chat, un cartable n'est qu'un contenant. »« Vous viendrez ?» avait-elle demandé à Diane. Diane avait regardé Maxime, qui avait fait semblant d'observer le plafond, mais attendait la réponse. « Je viendrai. » Elle prit sa matinée. Devant les grilles de l'école primaire, il y avait la foule habituelle des parents. Sophie tenait d'une main celle de son père de l'autre, celle de Diane, avec l'air de celle qui contrôle la situation. « Vous m'attendez après ?»« Oui, on t'attend. » Quand Sophie disparut dans la cour, Maxime et Diane s'installèrent sur un banc près de la grille. L'air sentait les feuilles sèches et la craie. « Merci d'être venu, » dit Maxime. « Je l'avais promis. Je sais. Vous faites toujours ce que vous promettez. » Il se tourna vers elle. « Diane, pendant 3 ans, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à Sophie et à mon agence. Je pensais que c'était suffisant, et puis vous êtes apparue. Vous ne demandez pas d'applaudissements. Vous allumez la machine à café dans une cuisine étrangère, comme si c'était votre place, et vous venez à la rentrée parce que vous l'avez promis. » Diane garda le silence l'écoutant. « Je ne sais pas comment on appelle ça ni où ça mène, » reprit-il. « Mais je sais que j'apprends à ne plus être seule et je sais attendre. »« Je sais d'où vous tenez ça, » murmura Diane. « Vous êtes resté debout, sans vous asseoir pendant 4 heures dans le couloir de l'hôpital. » La cloche sonna la fin de la matinée. Sophie accourut vers eux. « J'ai eu mon emploi du temps. On a sport le mardi. C'est bien ou mal ? » « Ça forge le caractère, » répondit Diane. Novembre apporta la pluie froide, les trottoirs glissants et le ciel gris de la région. Diane rentrait d'une garde de nuit à 7h30 du matin quand Maxime l'appela. « Sophie te fait dire qu'elle a eu un 20/20e en mathématiques. Un problème de train qui se croise. C'est une excellente nouvelle. Elle voulait que tu le saches parce que selon elle, tu es une femme logique. Diane, est-ce que tu es libre ce soir ? » « Oui. » À 19h, quand elle arriva à la maison, la nuit était déjà tombée. Sophie ouvrit la porte en brandissant son contrôle. Maxime était au fourneau dans la cuisine. Le repas fut simple et joyeux. Après le dîner, Sophie annonça que son organisme réclamait du repos et monta se coucher. Diane et Maxime restèrent seuls à la table en chêne. Maxime débarrassa les assiettes, se rassit, croisa ses grandes mains d'ingénieur sur la table.
Il la tutoyait désormais, et c'était devenu naturel. Diane. Je ne sais pas parler avec des mots de poète. Isabelle me disait toujours que mes déclarations ressemblaient à des notices techniques. Mais je vais faire de mon mieux. Il la fixa intensément. Tu as raté ton propre mariage parce que tu opérais ma fille. Tu n'as pas pleuré sur ton sort. Tu as continué à avancer. Tu viens voir Sophie parce que tu tiens à elle. Et je veux que tu sois là. Pas dans l'appartement à 2 rues. Ici, pour de bon. Le silence s'installa, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge. C'est une demande en mariage, Maxime? Oui. Sans grand restaurant chic et sans grand discours. Diane regarda ses mains, puis leva les yeux vers lui. J'ai déjà essayé les grands mots et les réceptions. Ça ne me réussit pas. Oui, Maxime. C'est un oui. Il sourit d'un vrai sourire et posa sa main sur la sienne. Un contact ferme rassurant. Le pacte était scellé. Le lendemain matin, on annonça la nouvelle à Sophie devant son bol de céréales. Elle ne parut pas surprise. « Enfin, dit-elle, vous êtes lents tous les deux. Je l'avais compris depuis l'histoire des cerises. Je peux t'appeler Diane tout court maintenant. » Ils se marièrent en février dans une petite mairie d'arrondissement. Pas de robe pompeuse, pas de 120 invités. Seulement eux, Nathalie et Romain, l'ami de fac de Maxime comme témoin, et Nadine, qui avait apporté une sublime tarte aux pommes faite maison. Sophie, très digne, apporta les alliances sur un coussin. Ils fêtèrent cela dans un bon bouchon lyonnais que Maxime connaissait. Pas de DJ, pas d'animation gênante, juste de la bonne viande, un excellent Côte-du-Rhône et des rires. Sur le chemin du retour, Sophie s'endormit dans la voiture. En la couchant, Maxime murmura « Elle est heureuse. Toi aussi. » « Oui, répondit Diane. « Moi aussi. » Diane déménagea dans la maison au printemps. Elle apporta le géranium pour la fenêtre de la cuisine et rangea ses livres d'anatomie à côté des vieux précis de génie civil de Maxime. En mai, les pommiers du jardin étaient en fleurs. Un matin, avant d'aller à la clinique, Diane se fit un test de grossesse dans les toilettes de garde. Positif. Elle n'eut pas besoin de prise de sang pour s'en convaincre, son instinct de médecin l'avait déjà alertée. Le soir, en rentrant, elle accrocha son manteau à côté de celui vert vif de Sophie. « Sophie, dit-elle, tu préfères un petit frère ou une petite sœur ?» La fillette, concentrée sur ses devoirs à la table, releva la tête. Elle évalua la question scientifiquement. Un frère. Une sœur, c'est de la concurrence. Un frère, c'est un assistant. Maxime, qui épluchait des légumes, s'arrêta net et se tourna vers elle. Diane lui sourit doucement. Il s'approcha, lui prit la main et dit simplement « D'accord ». Le mot juste sans fioriture. Sophie reprit son crayon. Je vais commencer à dessiner son portrait pour qu'il s'habitue à la maison. Antoine naquit en décembre. 8 heures de travail, suivi par le fidèle docteur Moreau en anesthésie. Maxime resta à côté d'elle tout le temps, sans jamais s'asseoir. Dès le premier jour, Sophie débarqua dans la chambre de la maternité avec son cartable rouge et un nouveau dessin, 4 personnages cette fois. Elle observa le bébé dans son berceau en plexiglas. « Il est minuscule », constata-t-elle. « On a tous commencé comme ça », dit Diane. Sophie réfléchit. « Tu m'as réparé un jour. Ça veut dire que tu fais partie de la famille depuis longtemps. C'est juste qu'on ne le savait pas encore. » Diane regarda la petite fille, puis Maxime, qui se tenait près de la fenêtre de la chambre d'hôpital, éclairée par la lumière rousse de l'automne. « Oui, » répondit Diane. « Ça doit être ça. » 3 jours plus tard, ils rentrèrent à la maison. Le ciel de l'hiver était gris, l'air froid, mais dans le SUV de Maxime, il faisait chaud. Sophie surveillait la respiration de son petit frère avec l'attention d'une infirmière-chef. Diane regardait le paysage défiler. Près de 2 ans plus tôt, elle avait fui une mairie en pleurant presque de rage et de fatigue pour monter dans cette même voiture vers l'inconnu. Le véhicule s'arrêta devant la maison. Le pommier dénudé, les fenêtres allumaient l'odeur du gel et de la terre froide. Maxime prit le couffin. Sophie courut ouvrir la grande porte en bois. Diane s'arrêta un instant sur le perron, inspirant profondément. « Papa, j'ai préparé du café pour Diane !» cria la voix de Sophie depuis la cuisine. Diane sourit, franchit le seuil et laissa la porte se refermer derrière elle avec le bruit sourd et réconfortant des maisons où l'on a enfin trouvé sa place.